très étonnant aujourd'hui pour moi, c'est de penser que j'ai modifié le destin de plein de gens. Uniquement parce que j'ai pris la décision un jour de me faire plaisir en créant ma propre voiture, ma propre carrosserie. Et ce qui est très étonnant, c'est de voir le destin de plein de gens qui ont participé à l'aventure, qui se sont totalement transformés. Il n'y a jamais eu d'harmonie entre les moyens financiers et les moyens humains pour que cette marque puisse vivre et produire des voitures correctement. C'est un peu le gros regret que j'ai, et surtout en pensant aux gens qui ont fait Venturi, qui sont des gens que je considère moi comme étant extraordinaires dans leurs compétences. Quand on est français et qu'on aime les voitures de course, on est toujours heureux de voir la naissance d'une voiture de prestige en France. Mais je l'ai accueilli aussi avec beaucoup de crainte, parce que jamais en France on a réussi à fabriquer et surtout à vendre des voitures de haut de gamme. Alors que la qualité de la voiture était vraiment au niveau des meilleurs, c'est ça qui est triste. Venturi, la marque Augerfaux se fait connaître dès 1985 sous le nom de MVS, manufacture de voitures de sport. Mais dès l'année précédente, Claude Poirot et Gérard Godefroy commencent la fabrication du premier prototype dans le sous-sol du pavillon de Claude. Sous l'impulsion d'Hervé Boulan, le premier PDG, une petite équipe s'installe près du Mans début 1985 et emménage dans une usine toute neuve à Cholet dans le Maine-et-Loire fin 1986. La Venturi y est assemblée artisanalement par 26 personnes dont la moyenne d'âge ne dépasse pas 25 ans. Pour la carrosserie, Poirot et Godefroy ont choisi le polyester, un matériau léger, idéal à travailler pour la fabrication de voitures en petite série. Une fois ébavurées et poncées, les carrosseries sont collées et rivetées sur les châssis, puis apprêtées et passées en cabine de peinture. Portée par l'enthousiasme de ses créateurs et de ses premiers collaborateurs, la nouvelle voiture de sport française prend forme, évoquant sans détour les plus belles carrosseries italiennes. Sous une telle robe est installé en position centrale arrière le seul moteur V6 français, le PRV, déjà monté dans l'Alpine V6 Turbo. D'une cylindrée de 2,5 litres, il développe 200 chevaux. Les performances seront au rendez-vous. Mais la Venturi a beau être une voiture de sport, elle se veut également luxueuse, avec son tableau de bord en bois précieux et sa sellerie en cuir digne d'une Jaguar. En dessinant la Venturi, Gérard Godefroy, toujours designer indépendant aujourd'hui, n'avait sans doute pas imaginé une telle montée en gamme.
parti d'une rencontre entre Claude Poirot et moi, puisque nous travaillions ensemble chez Heuliez, chacun dans notre domaine. Lui, c'était le domaine des méthodes de fabrication, et moi, c'était le design, qu'on appelait plutôt le style automobile à cette époque-là. Il y a eu un déclic dont je me rappelle très bien. C'est au sujet d'une restauration de Ferrari Dino 246 GTS. J'ai été contacté par l'un des dirigeants de Heuliez qui cherchait quelqu'un pour convoyer la Ferrari de Cerisay à Paris. Ça a été un bonheur complet pendant tout le parcours. Et je me suis dit, à partir de ce moment-là, il faut vraiment se jeter à l'eau et prendre la décision de faire une voiture. Et donc, avec Claude, on a décidé de se lancer. Démarrer avec un produit comme Venturi, c'est démarrer sans image. Alors, effectivement, à cette époque-là, on n'aurait jamais imaginé que Venturi serait devenu ce qu'il est devenu plus tard, c'est-à-dire une entreprise avec une nouvelle usine toute neuve, des courses aux 24 heures du Mans avec 7 ou 8 voitures au départ. Ça, c'était pas du tout dans l'objectif. Mais ça s'est fait naturellement par la suite. Mais l'objectif du Salon de Paris, c'était simplement de montrer un savoir-faire. C'était quand même un moment incroyable d'avoir une voiture sur un stand avec mon nom au-dessus du stand, puisque Claude étant salarié Heuliez, il n'avait pas pu mettre son nom associé au mien. Mais ce que j'ai quand même bien perçu, c'était l'engouement des gens pour la carrosserie, pour le style de la voiture. Et ça fait forcément plaisir. C'était quand même l'aboutissement d'un rêve. Évidemment, l'inspiration de style est évidente sur la Venturi, et ça, je ne m'en suis jamais caché. C'était un petit peu l'idée, c'était un petit peu de faire une synthèse de tout ce que je préférais à cette époque-là, c'est-à-dire évidemment les Ferrari, mais aussi il venait de sortir une voiture qui m'avait beaucoup plu, c'était la Corvette. Ce que j'avais dessiné jusque-là, c'était au sein essentiellement des constructeurs, et notamment de chez Peugeot, où j'ai activement participé à la 205. Et pendant plusieurs années, j'ai essayé de travailler dans le domaine de la carrosserie artisanale. Donc c'est ce qui m'a permis d'apprendre le métier. Je suis complètement autodidacte à ce niveau-là. Début 1991, Venturi déborde d'ambition et quitte Cholet pour une usine plus grande installée à Couéron en Loire-Atlantique. Mais les temps sont durs pour les constructeurs de voitures de sport. Une marque aussi jeune que Venturi peine à trouver de nouveaux acheteurs et la production doit être réduite. Après avoir fabriqué 114 voitures en 1990 à Cholet, record absolu, le petit poussé des constructeurs français n'en sortira que 71 à Couéron en 1991 et une trentaine les années suivantes. La crise économique n'explique pas tout. Mieux gérée et recentrée sur une progression plus réaliste, la firme n'aurait sans doute pas connu une histoire aussi chaotique, marquée par la valse de ses PDG. Après avoir lui-même dirigé l'entreprise de 1988 à 89, Claude Poirot finira par démissionner en 92, en profond désaccord avec le programme engagé en Formule 1. Il est aujourd'hui retiré des voitures et vit hors de l'Hexagone. En présentant la très belle Atlantique 300 en 1994, le 7e PDG, Hubert Rennell, pense sincèrement pouvoir redresser la marque. Il n'y parviendra pas. Et Venturi passera fin 1996 dans les mains d'un groupe thaïlandais sans plus de succès.
Au total, Venturi aura produit environ 550 voitures de route. Elle continue à faire rêver. Née avec 200 chevaux, la Venturi devient vraiment mature lorsque la cylindrée de son moteur, portée à 2,8 litres, fait passer sa puissance à 260 chevaux. La série limitée des 260 LM, reconnaissable à leur teinte reprise des 500 LM engagés aux 24 heures du Mans en 1993, se distingue également par leur tableau de bord recouvert de carbone et leur siège récaro. Quant à l'élégant et astucieux cabriolet conçu par Gérard Godefroy, il se passe de capote. Elle est remplacée par 2 demi-toits en polyester qui se rangent sous le capot avant et la lunette arrière s'efface totalement. Des atouts supplémentaires pour des voitures qui ne manquent pas de qualité? Alors les principales qualités des Venturi, bon, elles sont multiples. La fabrication intérieure de la voiture, c'est une très belle voiture à l'intérieur avec des matériaux de très belle qualité, du cuir, du bois. Après, bon, il y a la souplesse et la facilité d'utilisation du moteur turbo qui fait que même pour un conducteur non sportif, une Venturi peut être conduite à bas régime et sans être désagréable. On peut rouler à 1500 tours avec une Venturi, à 2000 tours sans à-coups. C'est une voiture de sport qui est très docile et très utilisable. Dans les qualités, il y a le fait que c'est une voiture exclusive et donc presque unique dans chaque modèle, entre la couleur extérieure, le cuir intérieur, la teinte du cuir, les boiseries. C'est une des rares voitures aujourd'hui qu'on peut acquérir en se disant qu'on a quasiment la seule au monde dans ce coloris et dans ce modèle. L'Atlantique 300, dernière Venturi dessinée par Gérard Godefroy, restera l'une des plus belles GT jamais construites. Elle utilise le châssis de la grosse 400 GT et son moteur V6 de 3 litres développe 281 chevaux. Les derniers exemplaires construits en 1999 ont été motorisés par le nouveau V6 PSA Renault dans une version biturbo délivrant 310 chevaux. À mon avis, il n'y a pas de Venturi idéale, comme il n'y a pas de voiture idéale, toutes marques confondues. Aujourd'hui, dans les Venturi, bon, un cabriolet Venturi est une voiture exceptionnelle, mais ne satisfera pas un propriétaire sportif, de voiture sportive, parce que c'est quand même pas aussi sportif qu'un coupé. Une 260 Atlantique ou LM est une voiture très intéressante, mais au bout d'un moment, on s'apercevra que sur circuit, elle a ses limites, parce que c'est quand même avant tout une voiture de route. Une 400 est une voiture extraordinaire qui sur circuit donnera beaucoup de satisfaction, mais qui sur la route n'est pas aussi confortable qu'une 260. Ce qui fait que, à mon avis, l'idéal aujourd'hui, c'est de posséder plusieurs Venturi. Une Venturi au Mans, tous les passionnés en rêvaient, comme Hervé Poulain, présent aux 24 heures 1994 avec la Tuile, une 600 LM décorée par le peintre Armand et toujours impressionnante sur un circuit. L'année précédente, la 500 LM, due à l'initiative de Stéphane Rattel, directeur de Venturi Compétition, avait lancé l'aventure de la marque au Mans.
Mais le succès se refusa aux Venturi, y compris en 1995, quand l'usine engagea une très rapide 600 SLM conduite par Gounon, Trévisiol et Paul Belmondo. La victoire allait venir des courses de GT. Il y a eu d'abord toute la catégorie qui a été relancée en course automobile par la création du championnat BPR, qui était un championnat réservé aux voitures de grand tourisme. Donc une voiture comme la Venturi, tout d'un coup, trouvait une catégorie de course dans laquelle elle pouvait s'exprimer avec des chances de gagner. Donc ça a lancé complètement la marque Venturi en compétition, ce nouveau championnat BPR. Dès la troisième course de la saison, disputée à Dijon, Ferté et Neugarten donnent à Venturi sa toute première victoire internationale. Le duo récidive à Spa en devançant de 12 secondes une Ferrari F40. La troisième victoire est signée Pescarolo. J'ai eu une proposition donc de Basso de conduire avec lui 1000 km de Paris, 1000 km de Montlhéry. Donc j'ai été ravi parce que c'est une course que j'avais gagnée à l'époque avec Matra et revenir dans une voiture compétitive était très intéressant. Et à la surprise générale, on a gagné. Donc je dis à la surprise générale parce que Montlhéry est très exigeant dans le domaine des suspensions, dans le domaine du châssis. Basso était à cette époque de l'année le seul qui avait une Venturi neuve et on est allé jusqu'à l'arrivée sans problème, on a gagné. Un exploit que Venturi aurait bien aimé réussir dans la discipline reine, la Formule 1. Tout à l'heure, son meilleur, c'était une 28,84. Conscient de son manque cruel d'image, Venturi décide de s'impliquer en Formule 1. Et malgré ses difficultés financières, rachète l'écurie Larousse début 1992. Les deux Venturi Lamborghini seront pilotés par Ukyo Katayama et Bertrand Gachot. Après la 6e place de ce dernier décrochée à Monaco, l'aventure F1 se termine prématurément, tout comme la tentative de s'engager au Paris-Dakar. Même les courses sur glace, ici avec Estelle Hallyday au volant, avaient tenté Venturi. Sur piste, Venturi aura eu l'audace de lancer le premier trophée proposé, clé en main, à des gentleman drivers. Identiques et entretenus à l'usine, selon l'idée de Stéphane Rattel, les Venturi Trophy de 400 chevaux donnent lieu à des courses spectaculaires dans une ambiance très décontractée. Ça tourne, ça tourne. C'est une évidence, on se sent bien autour d'une Venturi, au sein du trophée comme du club de la marque, fondé en 1988. C'est ici que s'est réuni pour la première fois, le 6 mars 1988, ces passionnés de belles voitures à Orléans, dans un hôtel d'une chaîne réputée. Et à l'époque, nous nous appelions les Doudingues. Et sur les 30 voitures qui avaient été produites, à peu près une trentaine de voitures, 22 étaient réunies. C'était un moment d'exception. J'ai découvert l'aventure Venturi à travers l'autojournal qui faisait l'écho des premiers essais. Et le journaliste avait conclu en disant « Y aura-t-il des passionnés suffisamment fous pour prendre le risque de commander cette voiture ?» L'article était rédigé de telle manière que dès le lendemain matin, je téléphonais à l'usine et je commandais, sans l'avoir essayé, la Venturi. J'avais fait qu'une seule réserve, c'était de pouvoir rentrer et de sortir dedans. Il m'a semblé, pour une nouvelle marque qui n'était pas connue, que le meilleur moyen de lui donner une crédibilité
était de créer un club, de montrer qu'il y avait des gens qui avaient été suffisamment fous, passionnés pour prendre ce risque et de commander une voiture, et surtout de montrer que ça marchait. Si bien que tous les premiers acquéreurs de cette voiture ont été membres du club Venturi, et j'ai pensé que c'était le moyen de leur apporter une certaine forme de reconnaissance et un témoignage d'amitié dont ils avaient aussi quelque part un peu besoin, parce que c'était quand même une aventure plus que folle. Claude Poirot et Gérard Godefroy. Ils avaient réuni autour d'eux toute une équipe de vrais professionnels. J'ai ici la plaquette d'entretien qui a été signée par tous les ouvriers qui ont travaillé sur cette voiture, et je vous assure que c'est quelque chose, je dirais sans tomber dans le sentimentalisme, mais extrêmement émouvant de penser qu'à notre époque, où on fait de la généralisation, qu'il y a eu une voiture à laquelle j'ai participé pour choisir tous les choix de bois, de matériaux, et que tous les hommes qui ont travaillé sur cette voiture ont été fiers de marquer leur signature pour laisser aux propriétaires le souvenir de leur participation. Donc aujourd'hui, le Club Venturi, c'est 80 passionnés avec lesquels on se réunit 7 à 8 fois par an sur divers circuits en Europe et à 80% en France. C'est la plupart du temps des week-ends composés de rallyes touristiques le samedi et d'une journée circuit le dimanche, comme aujourd'hui au Bugatti, dans le cadre des Journées Bleues. Qui permettent, comme on le voit autour de nous, de rassembler à chaque fois l'intégralité des modèles. Salon de Genève 2002. Après avoir disparu des grands rendez-vous automobiles, Venturi revient sur le devant de la scène. Gildo Palanca Pastor, le nouveau propriétaire de Venturi, dévoile la Fétiche, une petite sportive de 180 chevaux, très différente des précédents modèles. Donc, est-elle en rupture en termes de design? Oui. On est sur un design qui est finalement très engagé. On a créé autour de ce design une charte graphique, un code pour reconnaître les Venturi encore plus facilement. Maintenant, je pense que du passé, on garde également la passion. On est une toute petite équipe. On ne souhaite pas avoir une énorme usine. On souhaite surtout travailler avec des gens très professionnels, des industriels de haut niveau, pour faire passer Venturi d'une ère artisanale à une ère finalement d'artisanat technologique qu'impose le marché en termes de qualité et qu'impose la production en termes d'homologation. Voiture du renouveau, dessinée par un jeune designer, la Fétiche saura-t-elle convaincre? On peut peut-être trouver différentes sources d'inspiration dans la réalisation de cette carrosserie. Il y a à la fois mes propres références en termes de style automobile qui sont vraiment situées entre les années 50 et 60, et aussi mes références dans le domaine de la mode, dans le domaine du mobilier, de l'architecture. J'ai essayé d'agrémenter le style de la Fétiche de façon à lui donner une vraie personnalité, une personnalité différente et la rendre un peu décalée par rapport à ce qui se passe. Si je devais définir la Venturi Fétiche en deux mots, je dirais que c'est la plus sensuelle des sportives.